Aux yeux des touristes qui séjournent dans les régions touristiques d'Égypte, le Nil apparaît toujours comme un fleuve paisible aux eaux abondantes. Tandis que les dunes de sable jaune s'étendent à perte de vue et que des caravanes de chameaux avancent tranquillement à ses côtés, le fleuve poursuit silencieusement sa route vers la Méditerranée. En observant cette image sereine du cours inférieur du Nil, les touristes en viennent tout naturellement à penser à l'immensité du fleuve tout entier et ne peuvent s'empêcher de se poser cette question. Comment ce fleuve peut-il conserver une telle puissance et un débit aussi abondant alors qu'il traverse le cœur du Sahara, le plus grand désert chaud du monde? Pourquoi le Nil ne s'assèche-t-il pas et ne disparaît-il pas dans le sable comme tant d'autres cours d'eau? Bonjour à toutes et à tous. En réalité, les premiers Européens qui ont exploré le Nil se sont eux aussi posé exactement la même question. Ils étaient eux aussi totalement incapables d'expliquer pourquoi le Nil ne se tarissait pas, alors qu'il était censé avoir parcouru des milliers de kilomètres à travers le désert. Même les voyageurs les plus expérimentés finissaient par se demander, presque malgré eux, s'il n'y avait pas quelque chose d'anormal. D'autant que, dans l'Antiquité, à l'époque de Ptolémée, personne n'avait encore réussi à remonter suffisamment loin vers le sud pour atteindre les sources du Nil. Ce n'est qu'au XIXe siècle que les premiers Européens parvinrent enfin jusqu'au cours supérieur du fleuve et purent pousser un soupir de soulagement en constatant que tout allait parfaitement bien pour le Nil. Bienvenue sur Perduchan. Examinons maintenant en détail les raisons pour lesquelles le Nil ne s'assèche pas au beau milieu du plus grand désert chaud du monde. Le plus long fleuve du monde. Pour commencer, ne nous limitons pas au cours inférieur du Nil qui traverse le Sahara et intéressons-nous au fleuve dans son ensemble. Avec une longueur totale d'environ 6650 km, le Nil est largement connu comme étant le plus long fleuve du monde. Le bassin du Nil s'étend sur 11 pays du continent africain et, bien entendu, l'ensemble de son réseau hydrographique ne traverse pas uniquement des régions désertiques. Avant d'atteindre les régions désertiques du Sahara, le Nil parcourt de longues distances à travers des hauts plateaux rocheux, des forêts tropicales et des savanes. À environ 20 km au nord du Caire, il commence à former un immense delta, couvrant près de 22 000 à 24 000 km². À cet endroit, le courant ralentit brusquement et le fleuve se divise en une multitude de bras, de lacs et de zones humides. Pourtant, sur la majeure partie de son parcours, le Nil présente un visage totalement différent. De son cours supérieur à son cours moyen, il se transforme par endroits en torrents puissants, encaissés entre des parois rocheuses abruptes. Le Nil prend forme dans une région montagneuse, située à environ 2500 mètres d'altitude. Et la principale raison pour laquelle il ne s'assèche pas dans le désert tient au fait que l'essentiel de son eau ne provient pas du désert lui-même. Comme de nombreux autres fleuves, le Nil est alimenté par les pluies qui tombent dans les régions situées en amont. Dans le cas du Nil, ce fait revêt une importance toute particulière. En effet, ces sources se trouvent dans des zones climatiques qui n'ont absolument rien à voir avec le désert presque dépourvu de toute forme de vie. Le Nil naît de deux principaux affluents, le Nil blanc et le Nil bleu. La longueur totale du Nil est calculée à partir des sources du Nil blanc, situées dans la région des Grands Lacs africains. Imaginez un peu, cet ensemble de lacs uniques au monde renferme environ 25% de toute l'eau douce de surface non gelée de la planète. Avec un parent aussi fiable, l'avenir du Nil ne semble vraiment pas devoir nous inquiéter. Le lac Victoria y joue un rôle absolument essentiel. Il s'agit du deuxième plus grand lac d'eau douce du monde en superficie, juste derrière le lac Supérieur, l'un des 5 grands lacs d'Amérique du Nord. Tant que le lac Victoria existera, le puissant Nil continuera lui aussi de couler. Et concernant l'état de santé du lac Victoria, il n'y a pas non plus lieu de s'inquiéter pour les quelques milliers d'années à venir. Cette région reçoit chaque année entre 1000 et 2000 mm de pluie, soit plusieurs dizaines de fois plus que les déserts égyptiens. Même si une sécheresse exceptionnelle frappait les environs du lac Victoria, le Nil ne perdrait pas entièrement ses eaux. Car en aval du lac Victoria, le Nil bleu, venu des hauts plateaux égyptiens, rejoint le fleuve. Cet autre grand affluent du Nil prend sa source dans le lac Tana, tout en étant également alimenté par les abondantes pluies estivales apportées par la mousson. La régulation saisonnière du débit par les lacs. Pour soutenir le Nil, la nature a mis au point un système de circulation de l'eau véritablement extraordinaire. Face à un mécanisme aussi ingénieux,
on pourrait presque croire que les dieux de l'Égypte antique sont venus prêter main forte. En réalité, ces lacs fonctionnent comme des réservoirs naturels et régulent la quantité d'eau disponible. Comme nous l'avons déjà expliqué, le principal acteur de ce système grandiose est le lac Victoria. Cet immense lac couvre une superficie d'environ 68 000 km². Pendant la saison des pluies, il emmagasine des quantités colossales d'eau, puis restitue progressivement cette précieuse réserve au Nil Blanc tout au long de l'année. C'est précisément pour cette raison que le débit du Nil Blanc reste relativement stable, même pendant les périodes où les précipitations diminuent. Le lac Victoria agit comme un gigantesque régulateur naturel, atténuant les variations saisonnières du débit. Sans cette capacité de régulation, le Nil pourrait devenir un torrent dévastateur pendant la saison des pluies, puis s'assécher durant la saison sèche. Toutefois, aussi impressionnant soit-il, même le lac Victoria ne pourra assurer seul une alimentation en eau aussi stable. Lors des années de sécheresse extrême, d'autres lacs, comme les lacs Kyoga et Albert, viennent lui prêter main forte. Même les plus ingénieux des projets d'ingénierie auraient de quoi être jaloux d'un tel système naturel, vous ne trouvez pas ? Mais en réalité, les grands lacs de la vallée du Grand Rift africain ne sont qu'un élément de l'immense édifice construit par la nature, et leur rôle principal consiste à stabiliser le cours du Nil. C'est l'autre grand affluent, le Nil Bleu, qui fournit la majeure partie de son débit. Le Nil Bleu rejoint le Nil Blanc au Soudan et fournit, selon les estimations, entre 80 et 90% du débit total du Nil pendant la saison des pluies, ainsi que 55 à 60% en moyenne sur l'ensemble de l'année. Pour parvenir à ce résultat, les architectes anonymes de la nature ont doté les hauts plateaux éthiopiens de conditions climatiques très particulières. Dans cette région, l'air humide venu de l'océan Indien et des zones équatoriales africaines est contraint de s'élever le long des versants montagneux. En prenant de l'altitude, cet air se refroidit, la vapeur d'eau se condense et retombe sous la forme de pluies intenses. Les scientifiques appellent ce phénomène les précipitations orographiques. Les hauts plateaux éthiopiens fonctionnent aussi comme un gigantesque système naturel de collecte des eaux. Les pluies sont recueillies par d'innombrables ruisseaux et cours d'eau qui finissent par former le Nil Bleu. C'est précisément de là que proviennent les crues estivales du Nil qui stupéfiaient tant les anciens Égyptiens. Ils ne parvenaient pas à comprendre d'où pouvait soudainement venir une telle quantité d'eau alors qu'aucune goutte de pluie ne tombait sur l'Égypte. L'épreuve des marées du Sud. Cependant, après avoir traversé le puissant réseau hydrographique des grands lacs africains, le Nil Blanc doit affronter une épreuve considérable. Cette épreuve, ce sont les marées du Sud. Le Sud se trouve au centre du Soudan du Sud, là où le Nil Blanc débouche sur une immense plaine. Dans cette région, la pente du lit du fleuve devient presque inexistante, avec une différence d'altitude de seulement quelques centimètres par kilomètre. L'eau se répand alors sur une superficie gigantesque, et la vitesse du courant chute drastiquement, devenant des dizaines de fois inférieure. La superficie du Sud varie selon les saisons entre 30 000 et 100 000 km², et pendant la saison des pluies, elle peut devenir comparable à celle de certains pays européens. Il s'agit de l'une des plus grandes zones humides d'eau douce de la planète. Et sur l'ensemble du bassin du Nil, y compris dans les régions désertiques, c'est précisément ici que la plus grande quantité d'eau douce s'évapore. Selon les estimations des hydrologues, entre 40 et 50% de l'eau apportée par le Nil Blanc s'évapore dans ces marais ou est absorbée par la végétation. Autrement dit, le Nil Blanc y perd la moitié de son débit. Pour les premiers explorateurs européens qui s'y aventurèrent, les marais du Sud étaient un véritable cauchemar. L'air brûlant et humide rendait la respiration difficile. D'innombrables insectes tournoyaient sans cesse, tandis que les racines de papyrus, étroitement entremêlées, formaient d'immenses îles flottantes épaisses de plusieurs mètres. Mais le plus terrifiant était de rester plusieurs semaines sans parvenir à trouver un chenal navigable au cœur de ce labyrinthe dont il semblait impossible de s'échapper. Les explorateurs devaient littéralement se frayer un passage de force à l'aide de haches et de scies. C'est pourquoi on découvre encore parfois, dans les marais du Sud, les carcasses rouillées de bateaux qui y sont restés immobilisés pour toujours. Fait intéressant, au XXe siècle, un projet fut envisagé pour contourner le Sud, puisqu'il était impossible de le faire disparaître. L'idée consistait à construire un canal de dérivation afin qu'une partie des eaux du Nil Blanc puisse atteindre le Soudan et l'Égypte au lieu de se perdre dans les marais.
C'est ainsi que la construction du canal de Jonglei commença en 1978. Mais les travaux furent interrompus par la guerre civile qui éclata ensuite, et le canal n'a toujours pas été achevé à ce jour. Le haut barrage d'Assouan est l'avenir du Nil. La construction du haut barrage d'Assouan, au milieu du XXe siècle, a profondément modifié le cycle naturel du Nil. Ce barrage a donné naissance au lac Nasser, le plus grand réservoir d'Égypte. Il est ainsi devenu possible de stocker l'eau pendant les périodes de crue et les années particulièrement humides, puis de l'utiliser pendant les sécheresses. D'un côté, cela a protégé la population contre les inondations dévastatrices, tout en garantissant un approvisionnement en eau plus stable. Mais d'un autre côté, d'immenses quantités d'eau se sont mises à s'évaporer à la surface de ce vaste réservoir, alimentant la crainte que le fleuve de la vie puisse un jour s'assécher. Dans les faits, malgré cette augmentation de l'évaporation, le Nil ne montre aucun signe visible d'assèchement, et le volume d'eau provenant de l'amont continue de dépasser très largement les pertes causées par l'évaporation. En effet, d'après les prévisions actuelles, un assèchement complet du Nil n'est pas considéré comme un scénario réaliste, ni même au cours des prochains siècles. Le problème de la pénurie d'eau du Nil est toutefois déjà une réalité à laquelle l'Égypte doit faire face. L'une des raisons est l'augmentation rapide de la population dans les régions situées en aval du fleuve. Cette croissance entraîne naturellement une hausse de la consommation d'eau. De plus, l'eau du Nil est utilisée en quantité toujours plus importante pour irriguer les terres agricoles et répondre aux besoins d'un secteur industriel en pleine expansion. Certains craignent également que le réchauffement climatique ne modifie les régimes climatiques de toute l'Afrique de l'Est, ainsi que ceux des régions situées en amont du Nil. Toutefois, même si ces facteurs produisent des effets, ils provoqueront surtout une diminution de la quantité d'eau disponible, et non la disparition du fleuve lui-même. La principale source d'inquiétude est plutôt le grand barrage de la Renaissance éthiopienne, le plus grand barrage d'Éthiopie construit sur le Nil bleu. La construction de ce barrage est ainsi devenue la source d'un grave différend interétatique entre l'Égypte et l'Éthiopie. Maintenant que le barrage a été officiellement inauguré en septembre 2025, l'Égypte redoute que son mode d'exploitation ne réduise la quantité d'eau disponible pendant les périodes de sécheresse. Pour les deux parties opposées, la question essentielle est évidemment de savoir qui contrôlera le fonctionnement du barrage et disposera du pouvoir de réguler les volumes d'eau relâchés. Seul le temps nous dira comment cette situation évoluera. Et dès qu'un nouveau développement surviendra, nous ne manquerons pas de vous en informer. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.